Là, vous êtes en process de levée de fonds. Le fait que tu sois Nicolas Bacca, quand même cofondateur de Ledger, tu pourrais dire n'importe quoi, les VC investiraient chez toi? Non, je pense pas. Ouais. Par contre, effectivement, ça ouvre les portes. Là, vous levez combien Là, on cherche à lever 3 millions. On a toujours dit le Web3, ça va être l'Internet des paiements, et la monnaie programmable. Mais à un moment, on a fait, je pense, un espèce de détour où au final, le Web3, ça ressemble plus du tout à du web. Ça serait super bien pour les mecs qui font du Web2 si jamais on avait un bouton, en fait, et que ce bouton permette de réaliser toutes les transactions pour acquérir des actifs digitaux. Ouais. Là, on parle même plus de blockchain. Ouais. Nicolas, salut, bienvenue sur CryptoCoulisses. Salut, rebonjour. Rebonjour. Bon, pour la petite anecdote, t'es déjà intervenu il y a quelques mois sur CryptoCoulisses. Ouais, juste quand j'étais sorti, je crois. Exactement. Ça devait être en novembre ou un truc comme ça. Ouais, donc, tu venais de quitter Ledger et t'avais un peu évoqué ton nouveau projet, mais c'était un peu vague. Donc voilà, c'était le tout début. Et là maintenant, comme on dit, c'est bientôt le lancement. Voilà, on commence à sortir du bois. Donc ouais. voilà, donc là c'est bien, je peux commencer à dire un peu plus de choses. Yes, trop cool. Déjà, est-ce que tu peux expliquer peut-être, te représenter peut-être et expliquer quel est ce nouveau projet que tu es en train de lancer? Ouais. Écoute, moi, voilà. Donc, je suis Nicolas Bacca. Je m'intéresse à la crypto depuis assez longtemps. Enfin, déjà, j'ai commencé par m'intéresser aux cartes à puce depuis très longtemps. Après, je me suis intéressé, à la cryptographie. Après, aux crypto-monnaies depuis à peu près fin 2012. Ça m'a amené à créer Ledger. Donc, je dirais, comme ça va te faire de l'audience sur l'ancien podcast. Yes. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder l'ancien podcast. Est-ce qu'il faut représenter Ledger d'ailleurs? Voilà. Je pense pas. Mais... non, mais bon, pour ça, voilà, toujours l'ancien podcast, c'est bien, ça fait un lien facile. Donc, chez Ledger, sur la fin, je m'occupais d'une équipe qui s'appelait l'équipe Innovation, sachant que le but de l'équipe Innovation, c'était de réfléchir un petit peu à quoi pouvait ressembler le futur de Ledger. Et là-dessus, on a pas mal itéré et on est arrivé à un moment, à une conclusion qui était, ça serait quand même bien si on pouvait réussir à s'onboarder sans device, mais avec une solution qui est un petit peu mieux que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si on s'onboard sans device, on a juste des software wallets. Software wallet, c'est quand même pas terrible. Donc l'idée, c'était MetaMask, voilà. Rabbit. Ouais. Donc je dirais, c'est très bien quand on sait ce qu'on fait, mais quand on explore un petit peu, ou surtout quand on vient pas de l'univers Web3, en fait, ça devient complexe. Donc, mais on n'en était pas encore à ce niveau-là de réflexion, je dirais. Là, on voulait juste déjà simplifier les wallets quand on était dans cette équipe-là. Okay. Donc, on est arrivé à une conclusion qui était qu'avec l'account abstraction et aujourd'hui la possibilité de créer automatiquement des clés privées avec les techno passkeys, sur lesquelles je pourrais m'étaler un petit peu plus dans le reste, le reste de la présentation, on avait quelque chose qui nous permettait de créer des wallets d'une manière complètement transparente. Ouais. Donc encore une fois, là on était toujours, sur la problématique wallet. Bon, donc déjà ça nous a pris du temps de faire ça, puisqu'effectivement il y avait quelques challenges au niveau de la cryptographie. Cette fois-ci, on a débuté sur Starknet, parce qu'on pensait qu'on arriverait juste à fonctionner sur Starknet. Après, on a commencé à migrer sur les EVM en se disant oui, mais tiens, toutes les optimisations qu'on a fait sur Starknet, on peut peut-être aussi les faire sur les EVM. Sur Arbitrum, Optimism. Ouais. Donc même sur des L1, en fait, on avait réussi à pas mal optimiser les choses, parce qu'une vérification de signature d'une passkey, donc qui n'est pas une signature standard comprise par Ethereum, si tu veux, ça prenait 1 million de gaz avant qu'on fasse les optimes. On était arrivé à peu près à 150K gaz, donc même si ça reste cher, ça reste déjà beaucoup plus raisonnable qu'1 million de gaz. Ouais. D'ailleurs, en dollars, 150K gaz, c'est à peu près. Ça va dépendre du prix, du prix du gaz aujourd'hui. Donc, je veux dire, mais tu peux facilement te retrouver à quelque chose qui est sub-dollar en mainnet, sachant que évidemment, si tu payes ça pour toutes les signatures, c'est peut-être pas non plus ce que tu as envie de faire. Mais après, ça dépend. Après, si tu as un produit d'investissement, tu peux te dire, tiens, c'est compris. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour tout ce qui est account abstraction, aujourd'hui, ça, tout le monde le dit. De toute façon, on vise essentiellement les layers 2. Donc je referme ma parenthèse parce qu'après j'étais toujours sur la présentation. À la fin de cette aventure avec l'équipe innovation, quand on est arrivé là, on a présenté la techno à Ledger, qui m'ont dit que en fait ça les intéressait pas beaucoup, parce qu'ils préféraient rester dans l'onboarding à partir d'un device, ce que je peux comprendre, parce que effectivement quand tu es en mode investisseur, etc., ça peut être bizarre de dire d'un seul coup ma boîte qui fait des hardware wallets, elle me dit que j'ai plus besoin de hardware wallet pour rentrer, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu confus. Du coup, on m'a dit qu'on n'allait pas poursuivre dans cette voie. Moi, étant donné que c'était un truc que j'avais vraiment envie de pousser et que j'y croyais, j'ai décidé de le faire. Et puis,
après, il y a eu mon équipe qui m'a rejoint donc pour travailler là-dessus. Et donc aujourd'hui, on a ce nouveau projet qui va être où on va réfléchir autour de l'onboarding. Projet donc qui s'appelle Smooth. Comme ça, c'est pour avoir un onboarding qui est smooth, on s'appelle Smooth, hein, c'est trop pratique, c'est le nom de domaine. Voilà, non, pire, sm2o.th. Voilà, donc on est allé chercher le domaine en Thaïlande, on s'est battu avec des tigres, des éléphants, tout ça, c'était compliqué. Ouais, mais on a réussi à l'avoir. Et puis voilà, aujourd'hui il n'y a pas grand chose dessus, mais bientôt il y aura plus de choses. Ouais, trop cool. Alors je découvre le nom en même temps et trop bien. Et alors, parce que tu disais que le nom de domaine c'était compliqué d'acheter parce que. Vous l'avez acheté combien d'ailleurs, si c'est pas indiscret Ça, c'est pas très cher en fait. C'est parce que les noms de domaine en Thaïlande, en fait, tu les achètes, je crois que ça doit être quelque chose comme 5000 balles par an, donc ça reste cher pour un nom de domaine, mais c'est pas non plus des enchères. Enfin, je veux dire, tu voudrais smooth.com, là, je pense que tu vas le payer quelques millions, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ça va falloir lever des fonds. Mais en fait, le process, il est juste un petit peu compliqué parce que tu passes devant une commission, en fait, donc il faut avoir un setup légal là-bas, puisque tu as juste des sociétés thaïlandaises qui ont le droit d'acheter des marques thaïlandaises, donc en gros, il faut un setup un petit peu particulier. C'est pas comme acheter un nom de domaine en mode 3 clics et puis tu l'as, tu vois. Donc, tu vas pas sur GoDaddy ou sur c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est bien, parce que quelque part, domaine en .th, il y en a quand même quelques-uns qui sont rigolos, quoi. Enfin, on peut faire des trucs fun. Mais voilà, mais c'est pas trivial à acheter. Du coup, il y a encore quelques opportunités, tu vois, pour les mecs qui ont envie de s'amuser avec d'autres .th, quoi. Ok, non. Mais du coup, t'es allé en Thaïlande, toi, pour acheter on est passé par des proxys. Non, je suis pas allé. Quand je disais, je me suis battu avec des tigres, des éléphants, c'était pour le narratif, je te rassure. Non, on est passé par des proxys et puis par une bonne équipe légale, ce qui peut aider aussi pour faire ce genre de choses. Donc, voilà. Ok. Et alors, donc, tu disais que ton équipe de chez Ledger t'a rejoint. C'est toute l'équipe. Vous êtes combien à peu près Aujourd'hui, on est 4. Donc, sur les 4, je vais en avoir 2 qui venaient de mon ancienne équipe. Mon ancienne équipe qui faisait à peu près 3 personnes. Donc, c'est vrai que ça fait 2 sur 3, c'est pas mal. Qui est devenu le 3e, on ne sait pas. Écoute, non, il est chez Ledger. Écoute, il fait des choses bien, c'est cool. Pour lui, il s'amuse bien, je pense. Donc, ça va, il est pas triste. Yes. Voilà. Et en fait, sur mon équipe, ce que je voulais, c'était avoir vraiment déjà quelqu'un qui soit très très motivé et qui a une très bonne compréhension de l'UX. Parce qu'en fait, l'UX, c'est clé, quoi. Complètement. Voilà. Et donc là, on veut vraiment changer les choses en matière d'UX. Du coup, John, qui est d'ailleurs le CEO de Smooth. Moi, là-dessus, je fais profiter de mon expérience et je me concentre un peu plus sur la partie sécurité. Donc, on va pouvoir parler d'ailleurs de ce qu'il y a de spécial dans la partie sécurité, parce que c'est vrai qu'on a une conception de l'onboarding qui est un peu différente par rapport au reste du monde. Je vais avoir Renaud, donc qui était notre cryptologue et qui nous a rejoint parce que je considère qu'aujourd'hui, quand tu veux faire des choses un petit peu avancées, en fait, si tu fais que du code, tu vas taper un plafond de verre au bout d'un moment, c'est-à-dire que ton code, tu vas pouvoir l'optimiser d'une certaine façon, mais bon, une fois que tu as fait toutes les optimisations du code, si tu tapes pas directement dans les maths et si tu n'essayes pas de changer les façons dont tu fais tes calculs, dont tu calcules tes preuves, typiquement, ça c'est plus pour du ZK, mais en vérification de signature, tu as les mêmes problématiques. Enfin, faut commencer à taper dans des trucs bizarres, dans des projections, dans des trucs que tu fais pas d'habitude, pour pouvoir économiser du gaz, tu vois. Donc je pense que c'est une compétence qui est vraiment nécessaire quand tu crées une nouvelle équipe et qui va bosser là-dessus. Du coup, il y a eu Renaud et puis Alex qui était un commercial de l'équipe entreprise chez Ledger qui nous a rejoint parce que pareil, quand tu démarres avec une équipe où tu as que des geekos, c'est bien d'avoir quelqu'un qui sait vendre aussi, donc et surtout qui a un gros réseau, donc tu vois, c'est pratique. Trop cool. Et alors, c'est quoi ta vision avec Smooth? C'est d'avoir le prochain wallet qui va border le. Alors justement, on dit pas. Non, justement, on ne veut pas être un wallet. Alors c'est là où on a pris un tech un petit peu différent, parce que on a vraiment repris tout, tu vois, de zéro. Donc on dit à l'origine on avait le web. On a toujours dit le web 3, ça va être l'internet des paiements, et la monnaie programmable. Mais à un moment on a fait, je pense, un espèce de détour où au final le web 3 ça ressemble plus du tout à du web. T'es là, t'es obligé de télécharger des espèces de plugins, tu fais des choses bizarres. Et surtout, toute ton entrée est conditionnée par ton wallet. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu vas sur une DApp, le premier truc que tu fais, c'est que tu connectes ton wallet. Donc c'est assez étrange parce que si tu compares ça à un paiement sur Internet, c'est un peu comme si le premier truc que tu faisais, tu vois, quand tu arrivais sur un site, c'était de te loguer avec ta carte de crédit. Parce qu'au final, ton wallet, c'est à la fois ton moyen de payer, ton moyen de t'identifier. Donc c'est très confus.
Et au final, cette confusion crée aussi énormément de problèmes de sécurité, puisqu'au final, quand tu demandes à un utilisateur de signer quelque chose, le temps, je veux dire, de réaliser que tu as signé ton autorisation de rentrer sur le site ou que tu as signé un permit qui va permettre à un méchant pirate de récupérer tous tes fonds au passage plus tard, comme ça c'est encore plus difficile à suivre, en fait ça crée vraiment trop de complexité pour l'utilisateur. Complètement d'accord. Petite interruption pour vous dire que j'ai créé une communauté d'investissement pour permettre à chacun d'investir dans des fonds de trading crypto triés sur le volet. En moyenne, le ticket d'entrée pour ces fonds est de minimum 100 000 € et je vous permets, grâce à cette communauté, d'y investir à partir de seulement quelques milliers d'euros. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en commentaire. C'est reparti pour l'interview. Et alors, c'est marrant parce que souvent, même des protocoles DeFi, si tu as envie de voir les datas, par exemple l'API, etc. du protocole, tu dois connecter ton wallet. Ouais, tout à fait. Et en plus, comme tu dis, quand même le wallet majoritaire, on parlait des extensions de wallet tout à l'heure, c'est quand même MetaMask. Et c'est vrai que parfois tu signes sans trop savoir. Et je veux dire, il n'y a pas de... On te décrypte pas un peu tes actions, c'est-à-dire c'est pas très clair. Tu signes vite. Aujourd'hui, tu as des simulations de protocole. Déjà, les simulations de protocole, elles s'améliorent considérablement, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais après, il faut toujours aussi garder en tête qu'une simulation de protocole, c'est déterministe. C'est-à-dire que, c'est probabiliste, pardon. C'est-à-dire que quand tu as une simulation de protocole... Qu'est-ce que d'ailleurs t'entends par simulation de protocole ? Alors, tu vas avoir une transaction et ton wallet va te dire quel va être le résultat de ta transaction d'une manière facile à comprendre. Et quand je dis facile à comprendre, c'est qu'est-ce que tu vas gagner, qu'est-ce que tu vas perdre. Ah oui, comme quand tu fais un swap. Mais alors, il faut savoir que ce truc, c'est forcément probabiliste, puisque de toute façon, ça dépend de l'état du contrat au moment où tu vas faire ta transaction. Donc, si jamais derrière, tu as, je dirais, un bloc qui est spécialement fait pour t'attaquer et que tu vas avoir d'un seul coup ton état de contrat qui change complètement entre le moment où tu as vu ta simulation et le moment où tu as envoyé ta transaction, tu vas avoir un problème. Mais aujourd'hui, c'est le mieux qu'on puisse faire. Donc, je dirais, on est sur des solutions comme ça. Ça marche dans, je dirais, la grande majorité des cas, et c'est déjà pas mal parce que au moins ça permet de comprendre que tu vas gagner quelque chose ou tu vas perdre quelque chose. Encore faut-il le lire. Donc t'en arrives toujours à cette problématique, c'est que si t'es là en train de te dire FOMO, je vais cliquer comme un singe parce que sinon je vais pas avoir mon token au bon prix, etc., de toute façon, je veux dire, tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, tu vas cliquer et puis après tu vas arrêter de lire, tu vas juste cliquer quoi. Donc de toute façon cette interface même est très bizarre, puisque le fait d'avoir à connecter un wallet externe, le fait d'avoir à connecter un objet externe et de commencer à réfléchir à ce que tu fais, c'est curieux. Donc on s'est dit, on va repartir de zéro, ou plus exactement, on va partir du web. Et qu'est-ce qui se passerait si jamais on avait quelque chose qui était équivalent à Stripe ? Qu'est-ce que fait Stripe aujourd'hui ? Stripe, il te propose un bouton quand tu veux payer. C'est-à-dire, tu peux te connecter sur ton site, tu peux te loguer sur ton site avec ton email, avec ce que tu veux. Ton login est complètement indépendant de ton wallet, tu vois. T'es pas sur un espèce de truc où tu dois te loguer avec Ethereum, qui est à la fois ton identité, ton wallet, etc. Non, tu as ta vie, tu t'authentifies. Tu passes pas par une fenêtre où tu as 120 trucs à cliquer pour choisir ton wallet. Non, tu vois, tu fais ça. Et quand tu veux payer, en fait, tu appuies sur ton bouton et tu payes. Donc, on est parti de cette logique en se disant, ça serait super bien pour les mecs qui font du Web 2, si jamais on avait un bouton en fait, et que ce bouton permette de réaliser toutes les transactions et tout ce que tu as besoin de faire pour acquérir des actifs digitaux. Donc, là, on parle même plus de blockchain, on te dit juste tu vas acquérir des actifs digitaux. Mais en dissociant du coup l'identité du paiement en fait. Donc ton identité, ça va être en fait tout ce que tu avais sur ton site. Et au passage, ça fait aussi très plaisir aux gens du CRM parce que si tu avais envie d'avoir des emails pour parler à tes utilisateurs, c'est bien, tu as toujours des emails pour parler à tes utilisateurs. Et quand tu vas vouloir acheter ton NFT, ton token, ta portion d'assets Spico ou des choses comme ça, tu cliques sur ton bouton. Ce qui va se passer quand tu cliques sur le bouton, c'est que si tu n'as pas de wallet, il va t'en créer un. Donc tout ça est complètement transparent en fait. Toi, tu vois pas que tu as un wallet. Tu as juste une opération qui se réalise de manière dans ton dos en fait, et tu détiens des actifs digitaux en self-custody derrière, puisque c'est toujours basé sur de l'account abstraction, donc c'est une logique qui te permet de détenir tes clés sans que tu t'en rendes compte. Donc account abstraction plus passkeys. Ok, alors on reviendra sur ces deux termes après. Et pour donc le développeur Web 2, parce que c'est vraiment le développeur Web 2 qu'on vise, tu vois, pour une solution comme ça, c'est 5 lignes de code. Parce qu'en fait, le bouton, c'est un web component, c'est-à-dire c'est un composant qui permet d'être inséré dans n'importe quel framework JavaScript. Parce qu'aujourd'hui aussi, quand t'es développeur et que tu veux rentrer dans le Web 3, même si tu prends des solutions qui sont super à la mode aujourd'hui, super modernes, comme par exemple le Smart Wallet de Coinbase,
tu es toujours obligé de comprendre ce que c'est qu'un wallet. Tu es toujours obligé de dire, aujourd'hui, voilà, je vais intégrer mes choses, et puis après, je vais prendre VM, je vais prendre ma librairie JS qui va bien, et puis je vais composer mes transactions. Ouais. Donc, on part du principe que la composition de transactions, au final, puisqu'on va viser les business, Web 2 qui cherchent à acquérir des actifs digitaux, on part du principe que la composition de la transaction, on peut en discuter avant, et qu'on peut, du coup, le transformer juste en action. Ok, mais alors par rapport à ce que tu viens de dire, la cible pour targeter ce marché, c'est plutôt les projets, on va dire les entreprises, ou c'est plutôt partir de l'angle consumer et... Là, on est sur des entreprises. Okay. On va partir sur un angle entreprise pour ça. Ok. Alors, du coup, admettons, on prend un site, je sais pas, on prend OpenSea. Par exemple, comment ça se matérialiserait l'expérience utilisateur sur OpenSea qui utilise ta solution? Alors, on va plutôt que de prendre des projets DeFi, aujourd'hui, on va prendre des projets Web 2 qui ont envie de rentrer là-dedans. Ok, donc c'est vraiment pour des sites e-commerce, par exemple, qui veulent en fait permettre aux gens de payer en crypto. Ça, des sites e-commerce où tu vois, si on part d'un point de vue qui va être plus proche des DApp, des agrégateurs, par exemple, des agrégateurs DeFi, qui auraient envie de dire, tiens, j'aimerais bien avoir un bouton qui va permettre à un utilisateur qui vient de n'importe où en fiat et d'avoir des parts, par exemple, d'acquérir un fonds qui va lui permettre d'avoir des bons du trésor, tu vois, pour prendre encore un exemple complètement au hasard. Yes. Mais en fait, cet utilisateur, ça serait bien qu'il ait un wallet qui soit toujours self-custodial, qui soit pour lui. Derrière, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'acquérir des parts du fonds qui, elles, vont être tokenisées sur la blockchain, mais au final, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir ces X%, tu vois, par an. Du coup, il va être capable de le faire. Il va être capable de le faire en étant toujours en self-custody et en ayant une interface qui va ressembler en fait à une interface d'une appli bancaire classique. Ok, mais c'est-à-dire qu'il pourrait quand même connecter par exemple son Ledger pour faire le paiement ou plus tard, si tu as envie de connecter ton Ledger, je dirais, ça peut. Ce que tu vois, ce qui est bien, c'est comme c'est un wallet qui va être basé sur de la Account Abstraction, en fait, tu retournes un petit peu la capacité de s'authentifier sur un wallet. C'est-à-dire que la capacité de t'authentifier sur un wallet, tu peux en ajouter plusieurs. Donc, nous, on va proposer de faire une entrée qui va être très simple avec une passkey. Et si plus tard, tu as envie de connecter autre chose, tu as envie de connecter une autre passkey, tu as envie de connecter un compte toi-même, tu as envie de connecter ton Ledger, tu seras en capacité de le faire. Et j'ai envie de dire, même quelqu'un aujourd'hui, tu vois, qui est un petit peu power user et qui a envie d'aller taper sur son contrat tout seul pour aller rajouter son ledger, il peut déjà rajouter son ledger. C'est juste que c'est pas dans l'interface, c'est pas dans l'UX, tu vois, de base. Et comme on considère que l'UX est super important, aujourd'hui, on va commencer à faire rentrer les gens avec un mécanisme très très simple, et ensuite progressivement, on va rajouter des choses. Ok. Alors si on prend l'exemple, je sais pas, d'un site e-commerce type The Braderie. Donc en gros, tu es sur The Braderie au moment de payer. Voilà. Au moment de payer, tu vas, imaginons que The Braderie a envie de te vendre des NFT. Parce que voilà, au moment de payer, tu vas payer. Donc tu vas avoir ton bouton qui va te permettre de payer, et ce qui va se passer, c'est que ce bouton, une fois qu'il aura fait ta transaction de paiement, donc là de manière complètement statique, complètement classique, avec un Stripe ou autre, tu vas avoir la deuxième phase qui va entamer du coup la création de ton wallet si tu n'en as pas déjà un, et le transfert de ton NFT ensuite ici. Ok, donc en fait c'est créer un wallet rattaché à ton identifiant, à ton adresse mail en fait. Alors ça veut pas, justement, c'est toi qui, tu vois, les deux sont complètement dissociés. Donc en fait le wallet est relié à ton identité, donc est relié à ta passkey, c'est-à-dire tu as une passkey, c'est quoi? C'est vrai qu'on peut venir de là. Une passkey, c'est une clé qui est générée de manière automatique par ton téléphone ou par ton ordi, qui a comme propriété d'être automatiquement backupée et synchronisée sur ton compte principal. Donc si tu as un compte Google, tu as un compte Apple, en fait tous tes devices où tu seras connecté avec le même compte, ta passkey sera synchronisée, donc ta clé privée sera synchronisée, et cette clé privée est protégée par de la biométrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est protégée par Face ID, Touch ID, selon ton modèle. Donc, cette technique-là, c'est une API standard aujourd'hui dans le Web 2. En fait, c'est ce qui représente ta capacité à t'authentifier à ton wallet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris justement ce standard Web 2 et qu'on lui a rajouté en fait sa contrepartie blockchain, si j'ose dire. Ok. C'est intéressant, mais c'est-à-dire que donc avec Smooth, tu pourrais avoir en fait ce wallet que j'utilisais par exemple avec The Braderie, qui a été créé, mais en fait d'un point de vue expérience utilisateur, j'ai même pas vu que j'avais ce wallet qui était créé. T'as pas vu que tu l'avais créé, et ce qui est bien, c'est que la seule interaction, je dirais, que tu vas avoir en plus de ta biométrie, c'est que si c'est la première fois que tu vas interagir avec un bouton Smooth, on va te demander de choisir un nickname. Alors, pourquoi on te demande de choisir un nickname? Parce que plus tard, je dirais, ce bouton, ce nick, ça sera à la fois un DNS et un ENS. Du coup, ça te permet d'avoir une adresse qui est facile à trouver on-chain, et ça te permettra ensuite d'avoir une page de
profils sur lesquels tu pourras faire des trucs un petit peu sympas. Okay. Ça, pareil, c'est des trucs qu'on va déployer plus tard. Okay. Mais aujourd'hui, donc sur n'importe quel site ensuite où tu vas te connecter, si c'est un nouveau device, on va te demander ton nickname. Mais si c'est pas, si tu restes sur le même device, en fait, si tu étais sur The Braderie et que d'un seul coup tu vas chez, je ne sais pas, une entreprise, privé, tu vois, voilà, par exemple, quand tu vas cliquer sur le bouton, cette fois-ci, tu n'auras plus que ta biométrie à faire, parce qu'en fait, tu auras le même wallet. Okay. Et donc, une fois que tu seras authentifié, tu auras fait ton action. Ouais, ça me fait un peu penser par exemple quand tu fais un achat, je sais pas, avec Chrome, il va enregistrer tes coordonnées bancaires. Ouais. Et finalement, c'est un peu la même chose. Tu as un système similaire, sauf que évidemment, tu es toujours en self-custody. Parce que ça, c'est le truc qui est super important. Donc, on cache la complexité de la self-custody, mais on ne touche pas à la self-custody. Ok, mais c'est intéressant. Et ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, est-ce que tu auras une app pour voir un peu ton wallet avec tes différents actifs? Parce que justement, cette app, ça sera ce qui va venir plus tard, tu vois, c'est-à-dire le DNS de l'utilisateur sur laquelle tu auras une petite page de profil qui te permettra de voir un petit peu tout ce qui se passe. Ok, excellent. Et l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir acheter, tu vois, des actifs digitaux ou des actifs physiques ou les deux Aujourd'hui, c'est très orienté propriété digitale, puisque forcément, voilà. Mais tu vois, imaginons que tu veuilles acheter un actif physique et ton actif digital en même temps. Ce qui est bien, c'est que tu as une transition naturelle pour faire les deux. C'est-à-dire que tu peux avoir un seul bouton, au final, qui est le bouton smooth. Tu feras ton achat qui va te permettre un achat classique, qui va te permettre de dire que derrière, ça va partir, tu vois, sur l'e-commerce du site classique qui va faire le déclenchement de l'expédition, etc., mais qui va continuer ensuite sur la partie digitale. Ok. Et alors, pour finir sur la partie produit, ça veut dire que première fois que je me connecte sur The Braderie, j'appuie sur le fameux bouton. Il va me demander finalement ma carte bancaire. Il va te demander, alors ça après, si tu veux, ça c'est la partie, voilà, c'est la partie paiement classique. Donc s'ils utilisent un widget Stripe ou autre, le widget va faire, non. Après vous êtes connecté à Stripe. C'est ça. Nous on va se connecter, si tu veux, à l'e-commerce du site. Et puis potentiellement, nous on peut aussi se connecter à quelque chose pour faire de l'on-ramp. Mais si le site a déjà un provider, il garde son provider, quoi. Parce que tu vois, t'as pas besoin de faire du KYC pour acheter un pull, voilà. Donc là, c'est pareil, tu n'as pas besoin de faire du KYC pour acheter un NFT. Quoi. Carrément. Mais ouais, c'est génial. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment. Alors, je précise que je découvre le produit en même temps de l'interview. J'ai pas préparé. Donc, c'est normal. On n'a pas trop de documentation. Voilà, mais bientôt. Yes. Mais ça veut dire, donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir faciliter donc l'achat d'actifs digitaux pour des personnes qui n'ont pas forcément envie de. Comme tu as dit, sur des projets Web 2, qui n'ont pas forcément envie de payer en crypto, qui veulent acheter avec des moyens classiques, notamment de la carte bancaire. Ouais. Voilà, mais tu vois, on a parlé là d'achat, mais tu peux être dans une logique d'investissement où là, tu es sur un site qui va te proposer ça, et puis tu aimerais bien t'aimerais bien avoir une façon facile de rentrer en fiat, et du coup, là, voilà, tu as un moyen facile de rentrer. Ok. Est-ce que, ta vision, c'est quoi? C'est cette solution, elle va permettre de pouvoir onboarder. À chaque fois, on parle du comment onboarder sur la blockchain, le milliard d'utilisateurs. Écoute, moi, j'aimerais bien, en tout cas, qu'on y contribue. Tu vois, c'est un ensemble. Je dirais, nous, on a une approche qui va être un petit peu différente parce que du coup, on parle plus de wallet. Au final, on rajoute des petits trous, tu vois, à l'utilisateur pour lui dire, aujourd'hui, les opérations que tu fais, ça va plus. Après, on va parler peut-être un petit peu de la sécurité du truc, mais tu vois, du coup, la sécurité, on la bascule parce qu'on la met plus juste chez l'utilisateur. C'est-à-dire, l'utilisateur, tout ce qu'il a à faire, au final, c'est se définir des profils de consommation en disant j'aimerais bien dire que je veux dépenser uniquement ce montant par jour par exemple, ou là j'ai un NFT, je voudrais absolument pas y toucher, et puis ensuite il va choisir si tu veux ses interactions dans ses profils, et c'est comme ça que ça va s'exécuter. Donc quelque part là, tu vois, on a aussi une simplification de ce niveau-là au niveau de la sécurité. Donc on change comme ça des concepts qu'on a pu voir dans les wallets, et j'ai envie de dire, on essaye de remettre le web au centre des choses, parce que au final tout vient du web, et ça serait bien qu'on arrête de faire des séparations entre le web 2 et le web 3. Complètement. Alors j'ai l'impression du coup avec le produit que la target, c'est pas forcément, comme tu as dit, les sites e-commerce qui vendent des produits physiques, c'est pas non plus les protocoles DeFi, mais c'est un peu l'acteur qui va être un peu à mi-chemin, et donc ça peut être par exemple, moi je vois beaucoup, j'avais peut-être en tête des acteurs qui vendent des actifs tokenisés. Peut-être par exemple, des montres de luxe, des chevaux tokenisés. Pourquoi pas. On a parlé de bons du trésor tokenisés. Et en fait, tous les acteurs qui veulent finalement proposer des actifs tokenisés parce que ça simplifie l'accès à l'investissement, mais parce que aussi, tu peux l'utiliser comme collatéral dans la DeFi, certes, mais
c'est le moyen justement de détenir en fait. Juste tu as des produits d'investissement qui sont très puissants, je dirais. C'est des produits que tu vas pas avoir en banque classique. Enfin, voilà, je vais reprendre encore l'exemple de Spico parce que juste ils ont fait leur annonce récemment et puis je suis investisseur, mais je fais pas ça pour chill mes bagues, comme on dit jamais. Et d'ailleurs, interview très sympa. Voilà, super. Donc, nouvelle interview à suivre. Le lien dans la description parce que également. typiquement le produit les money market qu'ils proposent, c'est pas des produits que tu vas avoir en banque. C'est-à-dire le produit le plus proche que tu vas avoir, ça va être un compte à terme. Et un compte à terme, ça vient avec énormément plus de contraintes que ce que peut proposer, je dirais, un investissement dans des bons du Trésor. Enfin, aujourd'hui, si tu vas voir ta banque et que tu leur dis bonjour, j'aimerais bien investir dans des bons du Trésor, ils vont te regarder avec des yeux un peu exorbités. Alors bon, en banque privée, ça passe peut-être, et encore, j'en doute. Parce que même les banques privées, t'orientent toujours vers les comptes à terme, mais en banque de détail, de toute façon, ils vont jamais donner accès à ça, alors que là, tu y as accès à partir de 1 000 €. Donc au final, ça démocratise complètement la finance. Et je pense que la suite du process, c'est de démocratiser l'entrée, de démocratiser la propriété en fait. Et donc en fait, avec ton Wallet Smooth, tu auras vraiment tous tes actifs tokenisés que tu as achetés potentiellement par carte bancaire sur ton wallet en fait. Tout à fait. C'est tout à fait une possibilité que j'aimerais bien voir d'ailleurs. Yes. Et d'ailleurs pour commencer, vous allez cibler quel type d'acteur en prio? Est-ce que ça va plutôt être ce type d'acteur-là ou c'est ça la target? Je pense que ça va être ce type d'acteur-là pour démarrer parce que c'est un go-to-market, qui est sympa et puis il y a déjà du monde et puis comme tu dis, la moitié du chemin a déjà été faite donc autant tu vois finir quoi. Yes, carrément. Avant de parler peut-être de account abstraction, parlons peut-être de l'état des wallets, du monde des wallets actuellement. Moi, les wallets que je vois, différentes catégories, je vois peut-être les wallets, on va dire, comment on appelle ça, il y a les hardware wallets déjà, donc type Ledger, qui est vraiment le leader sur ce marché. Voilà, il y a les custodian pour les institutions, avec notamment Fireblocks, qui a vraiment une très grosse part de marché là-dessus, qui travaille avec beaucoup d'exchanges et qui est vraiment le leader sur cette partie-là. Il y a peut-être aussi les wallets plus pour les individus, je pense par exemple à Zengo. Alors Zengo, je pense que c'est pas forcément un concurrent, mais ça permet peut-être aussi d'onboarder des utilisateurs qui connaissent pas grand-chose à crypto pour conserver eux-mêmes leurs clés privées, mais d'une façon qui utilise le MPC. Bon, on va pas entrer dans les détails, mais c'est une manière quand même sympa de pouvoir détenir la crypto sans la mettre sur un exchange par exemple. Bon, il y a les exchanges, mais bon, c'est pas top de laisser cet argent dans les exchanges. Et on a parlé aussi des extensions, tu vois, tout ce qui est MetaMask, Phantom, etc. Et toi, c'est quoi un peu ton avis sur les différentes catégories aujourd'hui? Est-ce que l'offre sur le marché est satisfaisante ou pas? Sûrement, j'ai envie de dire, il y en a un peu pour tous les goûts. Alors, quand tu as envie d'avoir ton wallet et de le gérer toi-même, là, effectivement, tu vas trouver des choses. Après, ce qui est compliqué, c'est de trouver des multi-wallets aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu as envie d'avoir un wallet qui va te permettre de gérer à la fois correctement tes bitcoins, tes ethers, tes atomes, là, ça va être compliqué. En général, tu as plutôt tendance à prendre 3 wallets plutôt que d'en prendre un seul. Mais un truc intéressant, tu disais justement, avec les différences que tu peux avoir avec les wallets si tu veux, perso et les wallets de custody, c'est que tu as eu une vague où en fait les providers de custodian wallets se sont mis à créer des embedded wallets. Alors, ce que j'appelle les embedded wallets, c'est ce que tu vas justement avoir sur une application et qui te permettent d'avoir une interaction aussi très très simple, mais au final une interaction très simple où tu vas pas vraiment être en self-custody, tu vois, parce que quand t'as du MPC derrière, le MPC, on va dire, t'es en self-custody jusqu'à ce que le provider de MPC disparaisse. Le jour où il disparaît, tu peux plus signer, donc t'es plus vraiment self-custody, quoi. Donc t'as des solutions, tu vois, comme ça, qui se sont mises en place, et justement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, onboarder des gens facilement, on peut déjà onboarder des gens facilement. C'est vrai. Le problème, justement, ça va être de les onboarder facilement en self-custody où les gens, les nouvelles personnes onboardées vont être capables de vérifier exactement ce qui se passe s'ils ont envie de le faire. Encore une fois, tu veux pas leur présenter ça, mais tu veux leur dire vous avez envie de soulever le capot, vous pouvez soulever le capot, vous pouvez vérifier qu'on n'est pas en train de vous mentir ou qu'on n'est pas en train de vouloir vous déposséder de vos actifs numériques. Clairement, parce que c'est tous les sens de la blockchain aussi. Ça, c'est là-dessus où on commence à voir des nouveaux wallets arriver. Donc justement, je parlais du smart wallet de Coinbase qui est pour moi aujourd'hui la solution la plus intéressante si on se place un petit peu dans le monde account abstraction, nouveau wallet, comment on fait pour rentrer facilement dans la blockchain. Alors on reste sur une logique de wallet, c'est-à-dire qu'on reste sur une logique avec toute la complexité que tu vas avoir, le fait que tu rentres, tu te connectes, tu démarres par ton wallet, ensuite tu vérifies des transactions, etc. Mais on a une solution d'onboarding qui est super simplifiée aujourd'hui sur les EVM. Donc
les EVM, j'ai envie de dire, sont vraiment en avance par rapport au reste, des chaînes, justement, en grosse partie grâce plutôt à Account Abstraction. Ouais. Alors effectivement, tu as d'autres chaînes qui commencent à faire des choses. Je veux dire, par exemple, il y avait des concepts assez similaires à l'Account Abstraction sur Multiverse X qui existent depuis un moment, mais c'est pas non plus une chaîne qui est extrêmement utilisée. Donc du coup, si tu regardes parmi les grosses chaînes, tu vois, les facilités, la simplicité d'onboarding aujourd'hui, Ethereum est très très en avance par rapport, et toutes les EVM donc sont très en avance par rapport au reste du parc. Ouais, clairement. Du coup, tu vas avoir des wallets qui vont être, je pense, aujourd'hui beaucoup plus sophistiqués, tu vois, sur EVM que ce que tu vas avoir ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Alors aussi dans les solutions, j'ai oublié Zengo, mais ça c'est plus pour aider les développeurs à intégrer directement une solution à la Fireblocks quoi, pour les entreprises. Déjà, et c'est cool d'ailleurs, beaucoup de solutions françaises parmi celles que j'ai citées. Et sur cette partie-là, peut-être qu'il manque, comme tu as dit, cette partie pour onboarder, pour mieux gérer l'expérience utilisateur. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, sans ta solution, c'est quoi l'avenir pour le e-commerce, par exemple ? Si t'es obligé, tu vois, de repartir sur des primitives de wallet, c'est compliqué parce que tu dois expliquer à l'utilisateur, tu dois commencer à expliquer à l'utilisateur ce que c'est qu'un wallet et pourquoi d'un seul coup il serait en train de cliquer sur un truc et de vérifier les transactions qui vont, parce que si tu prends aujourd'hui, l'exemple, avant qu'on ait des wallets, tu vois, simples, mais si tu prends l'exemple d'un utilisateur qui est sur un site web 2 et qui doit s'installer MetaMask, en fait, tu vois le nombre d'opportunités que tu as pour le perdre. C'est assez incroyable. Donc, même, j'ai envie de dire, sur un wallet qui serait rapide, mais qui serait simple à onboarder, donc un petit peu la même chose que ce qu'on fait, tu vois. Donc, si tu avais un wallet comme ça, basé sur des passkeys, mais qui, au final, a toujours une interface de wallet, le moment où l'utilisateur va se prendre une transaction au visage qui va lui dire attention, tu vas faire ça, ça va te donner ça, oui ou cancel. Je pense que tu as quand même une chance de le perdre, parce que c'est possible qu'il appuie sur oui, mais après, dans ce cas-là, tu repars après sur les travers des wallets, c'est-à-dire c'est aussi possible qu'il appuie sur oui pour dire n'importe quoi, ou qu'il ait peur et puis qu'il s'en aille. Non, mais clairement. Tu vois, donc c'est à partir du moment où tu considères que tu as cette coupure et tu passes d'un monde à un autre, parce que de toute façon, dès que tu gardes une UX de wallet, tu peux pas vraiment faire autre chose. Donc après, je suis d'accord, tu vois, c'est un choix de faire, le choix qu'on a fait de dire on enlève un petit peu cette complexité, mais du coup on enlève en fait cette capacité en même temps de composition. C'est un choix, puisque clairement ça rend ton wallet plus restrictif. Mais en tout cas, je considère que si tu veux être capable d'onboarder tout le monde, tu peux pas demander, tu vois, de la même manière que tu demandes pas aux gens de comprendre ce que c'est qu'un code ISO quand ils font une transaction bancaire, tu peux pas demander au grand public de comprendre ce que c'est qu'une transaction, quoi. Non, clairement, et j'aime bien aussi ta vision de dire que ton identité ne doit pas être ton moyen de paiement. Ce sont deux choses qui doivent rester... C'est deux choses séparées, et surtout il y a tout un univers qui s'est créé autour de comment pouvoir, tu vois, savoir qui sont ces utilisateurs et puis pouvoir les informer. Et puis si d'un seul coup tu dis c'est bien, on fait du sign-in with Ethereum avec la terre entière, on n'est plus capable de joindre nos utilisateurs, parce qu'en fait quand tu fais ça, tu vois, tu te rends compte que tu es en train de réinventer un petit peu quelque part la roue. Et puis tu te dis oui tiens, j'ai plus d'email, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du messaging sur wallet. Donc tu fais oui, mais un wallet ça sert pas à ça, à l'origine j'avais pas envie d'avoir un chat dans mon wallet, quoi. Ça sert pas à ça, un wallet. Et donc tu repars, tu vois, et puisque c'est un vrai besoin en fait. Aujourd'hui on identifiait les utilisateurs, c'était pas pour le plaisir d'identifier les utilisateurs, c'est parce que si on veut juste donner des informations, tu vois, tu fais un achat physique et juste pouvoir informer l'utilisateur de l'état de sa livraison. Si derrière tu es obligé de te sortir une spec, si tu imagines un monde, tu vois, où on a tout remplacé par des wallets, si tu es obligé de t'inventer une spec qui va permettre de dire que tu envoies un message au wallet pour faire du suivi de tracking de ce que tu as acheté, ça n'a aucun sens. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Donc voilà, donc à un moment je pense c'est juste une question de repenser les interfaces. Clairement. Pour revenir sur ton projet, là actuellement, donc vous avez lancé, le lancement est, le lancement est imminent. Donc à la publication de cette interview, il sera déjà j'espère. live. Il devrait être live, sauf si on a un problème dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire sauf si l'interview leak et sort demain, soit on est vraiment très en retard. Yes. Et donc là, vous êtes en process de levée de fonds. Alors c'est une question que je t'ai posée en off, mais la question que je me posais, c'est le fait que tu sois Nicolas Bacquin, quand même cofondateur de Ledger. Est-ce que
tu pourrais dire n'importe quoi, les VC investiraient chez toi? Non, je pense pas. Ouais. Par contre, effectivement, ça ouvre les portes. Ça, Ouais. c'est bien parce que ça permet, effectivement, on gagne beaucoup de temps en intro. Ça permet de parler à tout le monde sur la place. Et ça, clairement, ça fait ça fait une différence parce que je me souviens quand on avait créé Ledger, bon, après, c'était pas dans les mêmes circonstances. C'était en 2015, je dirais. Bon, la crypto, il y avait personne qui croyait vraiment. En plus, on arrivait avec du hardware. Bon, voilà, on se mettait pas toutes les chances de notre côté. Mais même, tu vois, si on était déjà avec Eric, qui avait déjà fait beaucoup de choses avant, bon, on se faisait quand même chasser, quoi. Enfin, on se faisait chasser pas en mode on veut nous parler, si on se faisait chasser en mode on nous disait de sortir parce que là c'était vraiment messieurs faut sortir, quoi. Voilà, donc là c'est vraiment j'ai l'impression de jouer en mode facile. Enfin quand je dis jouer en mode facile pour les intros, on va se calmer, c'est juste tu vois. On a commencé notre roadshow virtuel il y a une semaine, donc on va rester calme. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que sur les intros, c'est extrêmement simplifié par rapport à ce que j'ai pu connaître sur la première levée, quoi. Ouais, c'est cool. Et parce que là vous levez combien? Là, on cherche à lever 3 millions. 3 millions pour une valo à 17, pour une valo à peu près à 17 près. Ouais, ce qu'après, à peu près, vous voulez lâcher à peu près peut-être 10% du capital. Ouais, voilà, ça va être 10-15, bon, on va voir. Mais justement, est-ce que le fait que tu sois Nicolas Baccar, il n'y a pas une compétition entre les VC où tout le monde va investir et donc tu peux faire grimper les enchères? Bah écoute, comme je te dis, on démarre là, donc on va voir, j'espère. Je dis ça en plus pour toute l'équipe, parce qu'évidemment il n'y a pas que moi dans l'équipe, je dirais. On commence à avoir quand même, on est aussi connu dans la communauté, tu vois, on a fait pas mal de publis sur la partie crypto, on a aussi l'historique de Ledger pour tout le monde qui parle, tu vois, donc c'est vrai que c'est une belle équipe, Bon, de toute façon je vais pas dire que je suis en train de monter quelque chose avec une équipe de peintres, Toi, t'es majoritaire d'ailleurs dans le projet ou Ah bah non, j'aime pas les projets où on est majoritaire, non, tout le monde a la même chose. Tout le monde a la même chose, ok. J'ai toujours fait ça comme ça. Les 4 fondateurs, j'ai toujours tout monté comme ça, de toute façon, depuis ma première boîte jusqu'à celle-là, donc il n'y a pas de raison que ça change. Et alors, une question que je me suis posée aussi, parce que j'avais lu la biographie d'Éric Larchevêque, qui disait que, je sais plus en quelle année, je crois que c'est en 2017, que toi et Eric faisiez partie des top 500 fortunes françaises, je crois. Alors peut-être que dans le market aussi. Non, j'adore ce truc parce que effectivement, c'est bon, t'as Challenge qui aime bien prendre qui aime bien, tu vois, prendre des nombres et puis ajouter des nombres et puis faire des publications qui n'ont pas vraiment de sens au final, parce que quand on te dit alors ces personnes-là sont dans les Xème fortunes de France, bah effectivement tu prends des chiffres, tu les additionnes, tu dis pas d'ailleurs qui a participé. Alors, dans notre cas, c'est encore plus drôle parce que je pense que ce qui a été fait, c'est de prendre à peu près les parts de tout le monde en mode on a vendu au plus haut, de demander ensuite qui voulait bien être dans le listing. Donc moi j'ai dit oui parce que c'est rigolo, tu vois, mais donc au final t'as une espèce de liste de 8 personnes qui est réduite à 3 personnes en disant et puis en faisant la somme de tout, en disant voilà leur fortune, alors qu'en plus on n'est pas associés, évidemment qu'on se connaît, tu vois, on est potes tous, mais c'est pas comme si on gérait nos fonds ensemble, tu vois. Donc du coup mais c'est rigolo, juste c'est marrant. Moi c'est un truc que j'utilise, je dirais, quand des fois j'ai des barrières où vraiment je suis dans un monde, tu vois, complètement conventionnel et je me dis faut présenter quelque chose pour éviter de décoincer, pour réussir à décoincer, donc typiquement une banque, puis je regarde si ça marche, tu vois. Mais c'est le seul intérêt du truc, sinon vraiment, je pense que n'importe qui est là-dedans c'est bien que c'est calculé en mode c'est calculé en mode c'est hyper optimiste, c'est rigolo et puis ça fait des chiffres parce que c'est bien, quoi. J'imagine ça va être audité, mais non, j'espère que non. Mais j'imagine, mon point c'était j'imagine que tu as peut-être la trésorerie suite à la vente de tes parts de Ledger pour financer le projet en propre. Qu'est-ce qui fait que tu... Tout à fait. Écoute, je considère que c'est super intéressant de s'associer avec des VC pour pouvoir justement avoir accès à des choses auxquelles on n'a pas accès. Typiquement, nous, on va être sur un projet qui va être, tu vois, à la frontière du retail et du Web3. Autant j'ai un sales avec nous qui est très bon dans le retail, mais c'est bien d'avoir déjà accès à des géographies différentes. Donc je trouve que c'est super important d'être accompagné en fait pour un projet comme ça. Et puis parce que sinon quand tu montes ton truc par toi-même, au final t'es toujours un peu tout seul, quoi. Ouais, c'est clair. Donc par contre faut bien choisir, effectivement, faut bien choisir ses VC, il faut que ce soit des partenaires. Idéalement, j'ai envie de dire, il faut que les VC eux-mêmes aient été entrepreneurs et une carrière comme ça pour comprendre un petit peu les problématiques que tu peux avoir. Donc on trie, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est important pour grandir quand même d'avoir des inputs, tu vois.
d'avoir des inputs de gens qui déjà ont vécu le truc, ont fait grandir des sociétés très différentes et puis vont pouvoir nous présenter les choses, quoi. Clairement. Parce que ce que tu recherches chez un VC, au-delà de l'aspect financier bien sûr, c'est la mise en relation avec des projets qui pourraient être intéressants pour toi et j'imagine peut-être du feedback. Ouais, du feedback, quand ça va être de la mise en relation, c'est plus que de la mise en relation, tu vois, c'est vraiment avoir un truc super bien qualifié. Je préfère un VC qui va me faire une mise en relation par an, mais qui va être la mise en relation où on va me dire c'est exactement la bonne personne, qui est à ce niveau-là de la réflexion et qui est prêt à appuyer sur le bouton mais qui sait pas comment faire, que le VC qui va me présenter 10 mecs en disant tiens c'est cool, on a ça au portfolio, on va leur parler, tu vois. Enfin, donc après voilà, il y a mise en relation et mise en relation. Ouais, clairement. Et alors pour venir sur Ledger aussi, est-ce que Ledger potentiellement pourrait investir dedans, est-ce que la question, parce que tu disais que c'était pas dans l'ADN de Ledger parce que qui est vraiment focus sur le hardware wallet, mais il n'y avait pas cette volonté de créer un peu un spin-off où Ledger était plus actif sur le projet quand même. Écoute, c'est pas ce que j'ai senti. Donc voilà. Après, j'en sais rien. Tu vois, enfin les choses changent, les choses évoluent. Je ne sais pas. Peut-être plus tard. Aujourd'hui, c'est pas un bloqueur pour moi de toute façon. Donc, bien sûr. Et non mais c'est intéressant. Et donc. Mais j'imagine que par rapport à ce process de levée de fonds, pour finir avec ça, que ce sera quand même. C'est intéressant quand tu as dit Nicolas Baca, donc comme on l'a dit, pour le. C'est vraiment intéressant pour mettre le pied dans la porte. Pour le mettre le pied dans la porte, mais que les VC sont quand même challengeants. Oui, c'est pas parce que tu as Nicolas Baca. Non, après, oui, je suppose que je pourrais être super bullish et puis faire n'importe quoi, mais mais je ferais pas ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, ça marcherait peut-être avec des VC qui sont en tir, qui sont en tir 4, 5. Je veux pas classer, mais tu vois ce que je veux dire. Donc si t'es avec des VC qui sont sérieux et qui font bien leur due deal, ça t'aide à rentrer, ce qui est déjà énorme. Donc, mais après, après tu pars dans le process, quoi. Ouais, donc carrément. Et alors, tu m'en parlais en off aussi, mais sur cette levée, peut-être que tu voulais lever moins et que les VC t'ont dit non, on veut mettre plus. C'est le problème quand tu parles avec certains VC, effectivement, tu mettent plus dans des, qui ont l'habitude de mettre des plus gros tickets. On n'a pas là, on n'est pas en train de faire une levée américaine, quoi. Voilà, on fait quand même une levée qui est très raisonnable parce qu'on considère qu'aujourd'hui, on a besoin de ça pour faire grandir l'équipe et justement pouvoir avoir des métriques qui vont nous permettre de démontrer qu'on exécute et puis nous montrer aussi à nous qu'on sait où on va. Mais voilà, on reste effectivement sur la façon dont on a ciblé le tour, on est très européen. Donc, Mais parce que tu disais que tu aurais pu lever moins, mais qu'en fait, il y avait quand même au moins 3 millions. Parce que j'imagine qu'en tant que VC, si tu mets moins de 10%, c'est peut-être moins intéressant. Après, il y a il y a vraiment plein de façons de faire. Il y a des VC pour qui c'est pas un problème, parce qu'ils imaginent que le tour suivant il va être sympa et qu'ils vont avoir une priorité. Donc après, j'ai envie de dire, chacun a un peu sa thèse d'investissement là-dessus, quoi. Carrément. Mais effectivement, les plus gros fonds, ils mettent des tickets à 5 millions minimum. Donc là, forcément, c'est soit ils ont vraiment très envie de venir et puis ils vont trouver une façon de venir, soit tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Mais juste déjà établir un canal de communication, je dirais, et dire qu'on est en contact, expliquer ce qu'on fait, et puis ensuite continuer de prévenir, tu vois, pour les prochains tours. C'est déjà en soi, c'est déjà intéressant parce qu'ils ont quelque chose sur le radar et puis après ils peuvent le suivre. Alors tu disais que la valo était de 17 millions. Alors je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que quand tu lances un tel projet, il n'y a pas encore le projet n'est pas là, il n'y a pas encore d'utilisateur. Comment vous êtes arrivé à cette valo de 17 millions pour écoute, c'est en comparant en général, c'est en regardant un petit peu le marché, en regardant ce qui se passe, et puis c'est des analyses de marché déjà tu commences à faire ton business plan, tu commences à voir un petit peu où tu veux aller, et puis tu te dis tiens, pour ma seed, c'est ça ma valo, quoi. Et les VC en général sont d'accord avec cette valo ou ils challenge parfois la valo? Oui, bien sûr. Il y a de tout. Yes. Vraiment de tout. Donc après, c'est à toi de la justifier, quoi. Donc, yes. Et alors, une fois que vous aurez levé, parce que j'imagine que ce ne sera pas un problème. Écoute, on va voir. C'est quoi comment vous allez allouer ces fonds? On cherche vraiment, comme je te disais, à agrandir l'équipe. Donc, pour passer d'une structure où on va être déjà... Aujourd'hui, on est sur une structure où on va très voir les clients manuellement. Tu vois ce que je veux dire? On va négocier, on va voir, etc. Donc, c'est un business qui est très high touch. On aimerait bien passer à du low touch beaucoup plus. Donc, aller cibler des développeurs, avoir des dashboards qui permettent de suivre ce que tu fais. Donc, c'est un peu un arc, tu vois, différent sur le produit. Et du coup, il va nous falloir plus de monde pour pouvoir exécuter ça. Et puis, probablement, sur la partie, tu vois, faire grossir un peu les équipes marketing commerciales pour pouvoir aussi aller ensemble, tu vois, vers cette solution. Donc, du coup, c'est vraiment de la croissance. Ok, très clair. On avait parlé tout à l'heure, je propose de revenir sur ce sujet, c'est l'account abstraction. Déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
Et en quoi ça peut vraiment provoquer cet avant et cet après sur la partie wallet, parce que c'est vraiment une fonctionnalité majeure. L'account abstraction, le concept, c'est de se dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir sur un compte, en fait, quand on est, tu vois, juste utilisateur, qu'est-ce qui nous manque, en fait, ou quels sont les pain points, quels sont les points pénibles qu'on a quand on commence à créer un compte. Alors, premier point pénible qu'on a, c'est déjà, comment est-ce qu'on s'authentifie? Donc, est-ce qu'on s'authentifie avec une clé privée? Est-ce qu'on s'authentifie avec les 24 mots qu'on doit stocker dans un truc? Donc, est-ce qu'on aurait des moyens de simplifier les backups? C'est la première question qu'on peut se poser. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est on a un petit problème de fait de pool aujourd'hui quand on veut rentrer dans la crypto, parce qu'au final, on doit avoir de la crypto pour faire une transaction crypto. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y aurait des moyens de régler ces problèmes? Après, tu vas passer par un exchange pour acheter. Voilà, mais tout de suite, t'es tout fou, t'as envie d'acheter ce singe flamboyant qui te fait envie, et tu te dis d'un seul coup, non, mais là, alors attends, là, tu vas télécharger MetaMask, tu vas prendre tes 24 mots, tu vas les noter, attention, surtout sur un papier, tu vas voir ton exchange, tu fais ton KYC, bon, bref, voilà. Donc, bizarrement, là, d'un seul coup, t'as le temps de réfléchir. Alors, si t'as le temps de réfléchir avant d'acheter un singe, en fait, tu l'achètes pas, du coup, c'est pas ouf, quoi. Voilà. Bref, donc la partie sponsoring de transactions, tu vois, elle est super importante. Un autre pain point qu'on va avoir, bon là on est toujours un peu plus dans la technique, mais c'est quand même un pain point, c'est qu'au final, t'aimerais bien juste un clic, tu vois, et que les choses se passent. T'aimerais pas te dire, tiens, je prends l'exemple de l'EVM, je dois approuver mon token, et puis une fois que j'ai approuvé mon token, je vais pouvoir faire ma transaction, etc. Enfin, tu perds déjà des utilisateurs quand tu fais ça. Je dis pas qu'ils vont partir, mais en tout cas, tu réduis leur compréhension. Et aujourd'hui, t'as des problèmes de sécurité, essentiellement, parce que tu réduis la compréhension des utilisateurs. Et qu'ils acceptent plein de contrats. Parce qu'au final, ce que c'est vrai que, ne serait-ce que, tu vois, expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'un approval, en fait, ça n'a pas de sens. Parce que juste l'approval, ça devrait même pas exister, en fait. Donc, c'est une espèce de contrainte technique que tu dois expliquer à quelqu'un en lui disant, oui, mais là, tu dois approuver. Et surtout, fais attention, si ton approval, il est infini, c'est pas bien. Et puis, attention, parce que si tu fais un approval à un proxy, c'est pas bien parce qu'on peut te le changer derrière toi. Enfin, c'est pas explicable. Alors, d'ailleurs, pour expliquer peut-être l'approval, en gros, l'idée, c'est que... en fait, la façon dont les contrats marchent sur Ethereum, c'est que pour donner en fait un token à un contrat sur Ethereum, on ne peut pas envoyer de token à un contrat. On ne peut pas envoyer de token à un contrat parce qu'il se trouve que quand le standard ERC20 a été écrit, personne n'a jugé nécessaire en fait de faire un événement qui allait réveiller le contrat au moment où il reçoit un token, et du coup le process est complètement inversé, c'est-à-dire qu'on doit donner une autorisation au contrat d'aller consommer un token, et ensuite on envoie une transaction au contrat, donc sans le token, mais qui va faire que le contrat, maintenant qu'il a son autorisation, va pouvoir aller chercher le token sur le compte. Mais à quel moment on explique ça à quelqu'un? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et à quel moment aussi en plus qu'on allait changer le... non, mais là, le problème c'est que c'est trop tard. Une fois que c'est passé comme ça, c'est mort. En fait, on va pas commencer à dire, tous les ERC20, au fait, changez votre standard. Voilà, donc c'est bon. Mais tu vois, d'ailleurs, c'est rigolo parce que ça a été fait d'ailleurs sur les 721. Enfin, quand tu regardes les extensions des safe, les extensions des safe transfers, tu vois, t'as des transferts où effectivement tu vas vérifier que t'es sur un contrat. Donc mais ça a été fait parce qu'effectivement, il y avait pas autant d'adoption, si tu veux, au moment où le contrat a été changé. Donc après, le problème que tu as en plus de l'approval, c'est qu'aujourd'hui, tu as plein de façons de faire des approvals. Donc, tu as l'approval standard où tu fais une transaction, tu as l'approval par permit où tu vas faire une signature. Et donc, donc tu vois, expliquer ça à un utilisateur, c'est pas top. Non. Et si tu pouvais trouver un moyen en one click de faire tout ça, alors là, ok, déjà, tu vois, par rapport aux besoins d'avant, on est parti beaucoup plus sur la technique, mais si tu pouvais avoir un moyen de faire ça, ça serait bien. Et du coup, l'account abstraction, j'ai envie de dire, tu remplaces, ça répond à ces problèmes. Donc, ça a été créé pour répondre à ces problèmes. Et après, la façon de le faire, c'est de dire que tu remplaces aujourd'hui la clé d'un utilisateur où tu as en fait, si tu veux, l'identité de l'utilisateur et l'authentification qui sont mélangés en un seul élément qui est la clé d'utilisateur. Tu scindes ça et tu dis, OK, maintenant, l'identité de l'utilisateur sur le réseau, ça devient un contrat. Et sur ce contrat, du coup, tu peux rajouter plusieurs moyens d'authentification. Alors, l'énorme... D'ailleurs, en vision avec ton projet, en fait, c'est vraiment difficile. Ah oui, ce qu'on fait ne pourrait pas exister sans l'account abstraction. Je dirais, ça pourrait exister, si tu veux, avec des techniques un peu bizarres de sponsoring de transactions, mais au final, ça reste pas propre. Donc, l'account abstraction, vraiment, une fois que tu dis,
maintenant j'interagis uniquement avec un contrat, j'interagis plus avec une seule clé, tu te rends compte que tous ces problèmes-là, ils trouvent une réponse. Parce que en tant que contrat, tu choisis ta façon ou tes façons de t'authentifier avec ton contrat. Donc si tu as envie de t'authentifier avec ton Ledger, tu peux. Tu as envie de t'authentifier avec ton MetaMask, tu peux. Tu as envie de t'authentifier avec ton mail, tu peux. Tu as envie de t'authentifier avec une passkey, c'est ce qu'on fait, ce que d'autres personnes font, tu peux aussi, donc c'est bien. Et puis si tu as envie de t'authentifier avec tout ça, tu peux. Si tu as envie de dire que au final, ton Ledger, tu vas t'en servir pour acheter une maison et ton téléphone, tu vas t'en servir pour acheter un croissant, tu peux, parce que c'est un contrat, donc ta logique, elle peut être on-chain, donc ça c'est super. Après, toute la logique de sponsoring des transactions, donc pour dire maintenant tu peux faire une transaction parce que au final on te donne le moyen de le faire, tu peux parce que tu es un contrat. Donc au final 4337, donc la spécification de la Account Abstraction sur Ethereum va définir une logique de sponsoring de transactions qui va passer par d'autres entités qu'on appelle les paymasters. Mais l'idée c'est de dire que tu as une nouvelle façon de créer des transactions où en fait tu peux demander si quelqu'un veut bien te la financer. Ouais. Alors après ce quelqu'un, tu vois, ça peut être un truc qui est complètement, je dirais, dans un écosystème où c'est le wallet qui va décider de le payer, ou la DApp qui va décider de le payer, ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, tu as un framework qui te permet de régler tous ces problèmes d'une manière très claire. Ce qui est assez incroyable d'ailleurs, pour prendre des exemples, alors déjà juste pour venir sur j'ai oublié le terme, la validation, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, quand tu te connectes à un protocole DeFi, tu donnes donc la fameuse autorisation dont on parlait, et en fait le protocole peut venir drainer ton wallet si c'est un protocole qui est malveillant, et ça c'est quand même... après ça dépend ça dépend évidemment des autorisations que tu as données. Oui, bien sûr. Mais si tu cliques, d'ailleurs c'est comme ça que marchent les wallet drainers, hein. Voilà. Les wallet drainers, ils vont représenter des fois des protocoles légitimes, et d'un seul coup ils vont se mettre à prendre des autorisations qu'ils sont pas censés avoir. Ouais, c'est ça. Alors la solution, mais qui est pas du tout optimale, ce serait de créer un wallet finalement par protocole. Non seulement c'est pas optimal, mais en plus tu mets toujours tes fonds à risque. Certes, t'en mets moins à risque, mais tu les mets toujours à risque. Tu les mets à risque en plus, absolument. Ouais. Et alors pour venir sur la Account Abstraction, donc comme tu disais, il y a vraiment la partie authentification. Potentiellement, tu peux rajouter un 2FA sur ton wallet. Tu peux, comme c'est un wallet programmable, tu peux littéralement faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu as envie de dire que derrière, tu as un back-end qui va t'envoyer un petit message sur ton téléphone pour chaque transaction, SMS et que derrière, tu vas refaire une confirmation, tu vois, qui va être sur ton téléphone, réinterprété par le back-end et renvoyé au wallet, tu peux. Ouais. C'est programmable. Donc, littéralement, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Ouais. Alors, parce que c'est programmable d'ailleurs au niveau du wallet que tu as configuré et pas au niveau de la DApp qui a décidé. Non, bien sûr. Non, bien sûr. C'est vraiment ton wallet qui si tu veux, la DApp en fait n'a même pas besoin de savoir comment tu t'authentifies à ton wallet, puisqu'elle, la DApp, elle garde son interface. Alors, il y a certains moments où la DApp va avoir besoin de comprendre que quand même tu es un wallet un peu plus intelligent que la moyenne. Typiquement, ce qu'on appelle pour grouper les transactions, donc ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, éviter les approvals en disant dans la même transaction, je vais faire mon approval, mon action. Ça, la DApp, elle a besoin quand même de savoir que ton wallet est capable de le supporter. Mais là, il y a des standards justement qui sont en train d'être écrits pour gérer un petit peu toutes ces choses-là et faire en sorte que ça soit que la DApp puisse facilement voir justement de quoi un wallet est capable. Ouais. Mais pour tout le reste, tout ce qui est justement authentification, backup et gestion de comment tu t'interfaces avec le wallet, indépendant. Ouais, ce qui est cool parce que tu peux renforcer la sécurité parce que tu peux mettre des surcouches, envoyer-moi SMS, envoyer-moi un code, un token à 6 chiffres. Il y a aussi la partie, je dirais, quand on pense au gaming, c'est vrai que tu vas acheter des NFT dans la partie gaming, à chaque fois tu vas signer des transactions, etc. Ça peut être chiant. Alors que là, tu peux dire avec la Account Abstraction pendant 24 heures ou pendant la durée que je veux. Tout à fait. Tu peux dire je vais faire une session de gaming. Du coup, je connais le contrat. Je peux dire ce contrat a le droit de dépenser, si tu veux, des tokens bien connus, en tout cas pour un montant bien connu, pour un temps bien connu. Ouais. Et ensuite, valider automatiquement toutes ces transactions sans avoir d'interaction utilisateur. Donc effectivement, pour le gaming, c'est quelque chose qui est aussi très précieux. Ouais. Enfin, gaming ou social derrière. D'ailleurs, si tu es en train de faire des likes et qu'on t'explique qu'à chaque like, tu vas sortir ton MetaMask et puis tout valider, c'est pas fou. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, j'y pense, j'avais pensé à ce cas-là, mais ça pourrait être aussi l'authentification biométrique avec ton téléphone. Ça pourrait fonctionner aussi. Tout à fait. Ouais. Ça pourrait, tu vois, c'est un peu ce que font les passkeys, mais tu pourrais dire, quelque part, tu pourrais aussi avoir ton propre protocole. Enfin, derrière, de toute façon, c'est libre. Donc, je dirais, la limite, c'est, t'as deux limites, quand même. Bon, la première, c'est ton imagination. Puis la deuxième, c'est le gaz, parce que si t'as une grosse imagination, mais que t'es pas, voilà. Mais d'ailleurs, c'est là où d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui sont marrantes. C'est que, vu que t'es un contrat, pareil, un truc qui coûte trop de gaz, tu peux imaginer
imaginer en mettre une partie en back-end. Nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur nos audits de transactions et pour comprendre un petit peu, tu vois, ce que veut faire une transaction et ensuite l'autoriser. Et dans le futur, tu pourras aussi avoir des preuves zero knowledge qui font ça, parce qu'aujourd'hui, tu commences à avoir du zero knowledge qui est de plus en plus expressif, donc sur la partie génération de preuves, et ensuite qui coûte de moins en moins cher à vérifier. Donc les deux ensemble, tu vas pouvoir te retrouver bientôt avec des systèmes qui vont te permettre d'exprimer les conditions de manière super complexe, de dire que n'importe qui peut être capable de vérifier que la condition est correcte. Donc tu n'es plus en train de dire j'ai besoin d'un back-end, j'ai besoin d'un truc. Quand tu dis que tu as besoin d'un back-end et que ça consomme des gaz suisses, à quel niveau C'est ton contrat, si tu veux, au moment où il va vouloir faire son autorisation. Ça te coûte de l'argent, donc tu as une partie de ces autorisations que tu peux faire on-chain, mais typiquement, si tu as envie de faire une autorisation complexe du type... un truc par exemple qui est super difficile à coder on-chain, c'est si tu dis après cette transaction, j'ai envie que seul ce token ait bougé. Tu vois, si tu as envie de faire ça on-chain, en fait, il faut que tu aies un état complet de ton portefeuille avant, que tu aies un état complet de ton portefeuille après, et que tu compares ce qui s'est passé. Donc c'est pas crédible. Ça te coûte trop de gaz en fait de faire ça. C'est pas des transactions du gaz, mais ça va te coûter donc trop cher en gaz d'avoir cette couche de sécurité. Du coup, ça, tu le délègues à un back-end. Le back-end, il va gentiment te renvoyer une signature. Et au final, du coup, tu es ramené à un problème de multisignature. Juste multisignature entre l'utilisateur et ton back-end, qui, lui, est très économe, en fait. Puisque vérifier une signature, là, pour le compte, ça coûte vraiment pas grand-chose. Et alors, un autre use case aussi, c'est vrai que, juste dans la crypto, c'est quand même drôle. Quand tu fais une transaction, c'est quand même toi, l'utilisateur, qui paye la transaction. C'est comme si on parlait de The Braderie. C'est comme si tu achètes tu fais un achat sur The Braderie et à la fin, c'est toi qui payes les frais de transaction et pas The Braderie. Donc, ce sponsorship, dont on parlait, là, c'est aussi un truc. Alors, le sponsorship, on pouvait le faire avant. C'est-à-dire que, tu pouvais faire des MetaTX, tu pouvais faire. Mais le problème, c'est que c'était pas standardisé. Du coup, tout le monde avait son API, ou en tout cas, sa façon de faire pour faire des MetaTX, et surtout c'était encore plus confus pour l'utilisateur, puisque du coup tu te retrouvais à signer des messages qui représentaient un petit peu des intentions de transaction, donc là ça devenait vraiment super compliqué de savoir ce qui se passe. Du coup là ça remet tout à plat, ça propose une solution simple pour tout faire, et c'est plus propre. Donc là on a vraiment le cadre pour vraiment... Donc pour moi c'est ça, tu vois, dans la Account Abstraction, l'aspect 4337 spécifiquement, elle est très complexe, mais justement elle est très complexe parce qu'elle pose un cadre qui a vocation à être complètement décentralisé. En fait, le cadre, il est aussi trustless que possible. C'est-à-dire qu'au final, il y a une entité dans 4337 à laquelle tu fais super confiance et qui s'appelle l'entry point, qui est en fait le contrat qui va diffuser, si tu veux, toutes les opérations et toutes les actions à réaliser aux autres contrats. Mais une fois que tu fais confiance à ce contrat, tout le reste, c'est ouvert. Et tu as vraiment ce cadre. Et ça, c'est un choix technique. Parce qu'effectivement, après, tu vois, l'account abstraction, tu peux juste regarder une partie, tu peux l'implémenter dans ton coin, puis derrière, le reste, tu peux continuer à le faire en mode propriétaire. Exactement. Tu peux, mais ça fragmente. Ça fragmente et surtout, ça te tire vers plus de centralisation, ce qui n'est pas fou, parce que on est quand même dans la blockchain pour essayer de décentraliser les choses. Donc je trouve que cette spec est sympa. Carrément, et tu as vraiment ce framework pour après adapter l'expérience utilisateur que tu veux. Tu joues dedans, en même temps ça fait que l'utilisateur n'est pas prisonnier, ça fait que le développeur n'est pas prisonnier, parce que si un jour tu as un partenaire, tu vois, qui te plaît pas, tu peux passer sur un autre partenaire qui est compatible 4337, et puis tu sais qu'au moins toi tu vas pas avoir à réécrire les 3/4 de ta solution pour que ça marche. Donc ça devient vraiment sympa à utiliser aujourd'hui, même si on en est encore vraiment au début, c'est pas encore, tu vois, c'est pas une spec qui est encore vraiment testé à fond, tu vois, donc il y a encore du travail à faire pour que ça soit facile, mais là typiquement ce qu'a fait Coinbase justement avec le Smart Wallet, je trouve que c'est un super pas vers la démocratisation de cette spec, puisque même s'ils en prennent, tu vois, ils l'utilisent assez simplement, typiquement ils ont fait leur propre contrat, c'est pas un safe, je dis un safe, c'est safe de Gnosis qui est un peu la référence du Smart Wallet, si tu veux, avant la Account Abstraction. Donc évidemment Gnosis se met aussi, si tu veux, maintenant à la Account Abstraction. Coinbase a fait le choix de pas partir de là. Mais c'est super de voir que justement ça va aider à faire mûrir cette spec. Clairement. Parce que tous les problèmes qu'ils vont rencontrer, notamment dans le sponsorship, dans le sponsoring de transactions et tout, ça fera du feedback.
C'est clair. Et alors, on en est où d'ailleurs parce que tu parlais d'ailleurs de Starknet, je trouve que c'est intéressant. Pourquoi Starknet en particulier? Parce que la Content Abstraction est en natif sur Starknet. Non, on n'est pas parti nous sur Starknet parce que la Content Abstraction était natif. On est parti parce que vraiment le compute était très libre, si tu veux, par rapport à Solidity. Donc en fait, sur Starknet, t'as un processeur en quelque sorte qui te permet d'exécuter n'importe quoi, alors que la machine virtuelle d'Ethereum, elle est quand même très restreinte. Donc pour les opérations qu'on avait où tu as des calculs mathématiques assez lourds, on s'est dit oui, ça paraît naturel de dire que tu vas aller vers un CPU qui est plus ouvert plutôt que d'aller sur du Solidity. Et puis après, on est revenu en arrière quand on s'est dit en fait, tout ce qu'on a fait là, on peut le faire en Solidity. En fait, c'est juste que personne n'avait fait jusqu'à présent. Okay. Donc, mais c'était la première intro parce que toutes ces idées, tu vois, de wallet passkeys, en fait, ça vient d'une boîte sur Starknet qui a fait ses prototypes, qui s'appelait Cartridge, qui a démontré donc que c'était possible. Et bon, moi, c'est vrai que je regardais ça, on peut faire ça. Enfin, tu vois, dans ma tête, c'était oui, c'est super de faire ça, mais ça coûte beaucoup trop cher et on ne pourra jamais vérifier une signature passkey on-chain. Okay. Et le fait qu'il y ait quelqu'un, tu vois, qui l'ait fait, du coup, ça a ouvert cette porte, puisque du coup, on a été plein à regarder et puis à se dire, oui, tiens, c'est vrai que c'est possible en fait, et maintenant comment on fait pour travailler autour de ça, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que, je m'y connais pas trop, mais j'avais entendu par exemple, tu vois, on parle il y a 2 wallets sur Starknet, Bravo et Argent. Ouais. Et donc les deux étaient du coup Starknet est un peu catégorisé comme le layer pour la Content Abstraction, mais en vrai, en soi, tu peux le faire partout. Ouais, tu peux le faire partout. Même, je dirais, tu peux le faire sur Solana, tu peux le faire sur Cosmos. D'ailleurs, il y a des gens qui le font sur Osmosis. Alors, ils le font sur Osmosis parce que Cosmos c'est pas programmable en fait. Du coup, Osmosis c'est une chaîne qui est très dédiée au swap. Du coup, ça paraît logique de le pousser là. Mais n'importe où, de toute façon, où tu as des smart contracts, et j'ai envie de dire où tu peux en tout cas exprimer une logique de smart contract. Alors, tu vois, je suis très curieux d'ailleurs de voir ce qui va se passer sur Bitcoin quand on commencera à avoir des covenants et quand on commencera à avoir de l'exécution ou des façons de prouver les choses un peu plus sympas, parce que ça veut dire qu'on pourra aussi commencer à avoir ce type de wallet super simple sur Bitcoin. Là, ça deviendra fun aussi. Et ça va mettre plus de temps. Ouais. Déjà que les covenants soient acceptés, mais ouais. Voilà. Et alors, parce que du coup, vous avez choisi Ethereum pour votre solution, mais les EVM, ouais. Non, parce que du coup, vous, quand la transaction va se faire, ça peut être, vous adaptez en fait de façon à la chain qui est choisie en fait par le vendeur de l'asset en fait. Tout à fait. Donc en fait, ça peut être, peut-être que dans un premier temps, ça sera peut-être Ethereum. Je pense que ça sera plus probablement L2 parce que de toute façon, tout ce qui est aujourd'hui, smart contract, ça coûte plus cher sur Ethereum. Et puis je pense que pour l'émission d'assets, tu vois, c'est plus logique de le faire. C'est plus logique de le faire, un petit peu à côté, tu vois. Typiquement, Spico, ils sont sur Polygon. Ouais. Je parle que de Spico depuis tout à l'heure. Voilà, c'est parce que c'est un exemple récent et puis que c'est cool. Ouais. Donc tu vois, je pense que de toute façon, aujourd'hui, toutes les émissions d'assets, elles vont se faire, toutes les émissions d'assets digitaux futures, elles vont se faire sur des L2 parce que c'est un peu le sens de l'histoire, quoi. Et c'est quoi l'état de l'art aujourd'hui sur la Content Abstraction avec les wallets existants? Si on prend, je sais pas, des MetaMask, tous les extensions par exemple, est-ce qu'ils l'ont intégré ou pas encore? Ils sont en train d'y aller doucement. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, effectivement, si tu veux voir des wallets avec de la Content Abstraction, oui, comme tu disais, c'est sur Starknet que tu vas avoir ceux qui vont être probablement le plus avancés. Tu vas aussi en trouver sur zkSync pour des raisons assez similaires, parce que zkSync a poussé un Content Abstraction natif qui est pas vraiment natif, mais bon, en tout cas, il était déjà plus, je dirais, on t'amenait plus vers ça qu'ailleurs. Du coup, tu vas avoir cette partie-là. Et encore une fois, le Smart Wallet de Coinbase, qui est quand même le truc qui est sorti là il y a quelques jours et qui est du pur 4337, pareil, super simple à utiliser. Donc ça, je pense que ça va vraiment aider pour la démocratisation. Okay. Même si ça reste un wallet, tu vois, ça reste un wallet aujourd'hui embedded un petit peu. Enfin, c'est pas. Il faut que la DApp fasse un effort pour l'intégrer, mais derrière, il y a la force de traction de Coinbase qui fait que, tout de suite, ils mettent, si tu veux, leur poids en jeu plus que la participation au standard. Ils font les deux, bien sûr, mais bon, forcément, ils appuient pour que ça soit le premier embedded wallet sur les dApps, quoi. Bah ouais, normal. Ouais. Parce que sinon t'es dans une position bizarre. Enfin, tu vois, t'es en train de dire vous avez le choix entre cliquer sur le bouton Connect with Coinbase ou aller voir le menu avec 172 wallets. Bizarrement, tu te rends compte qu'il y a un mec qui est un peu avantagé d'une manière unfair par rapport aux autres. Ouais. Donc comment t'élimines ça? Je n'ai pas la réponse. Okay. Ouais, non, c'est pour ça que je fais pas de wallet. Clairement, cette question n'a pas de réponse. Ouais, non. Et d'ailleurs, pour le Ledger, par exemple, si on prend le Nano,
est-ce qu'on pourrait imaginer, tu vois, que Ledger en fasse aussi et que tout à fait, ouais, tout à fait. Mais pour moi, c'est l'account abstraction. Pour moi, c'est vraiment ça s'adapte à tout le monde. En plus, je trouve que là-dessus, Ledger serait dans une position qui est super avantageuse pour faire des choses sympas parce qu'ils ont quand même une propriété que très peu de wallets ont, c'est qu'ils peuvent vérifier leur possesseur de wallet. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux prouver on-chain que tu as un anneau si tu as envie. Et donc à partir de là, si tu imagines un monde account abstraction, bah tu pourrais dire ok, je crée un wallet, mais au final n'importe qui peut créer un wallet, parce que bon, un ledger c'est une clé, donc tu sais pas forcément que tu viens d'un ledger. Mais là, si tu es sur de l'account abstraction et que tu sais que tu viens d'un ledger, bah tu peux dire tiens, bah je vais te sponsoriser les transactions, tu vois, par exemple. Je vais sponsoriser 10 transactions par mois, donc tu pourrais faire des trucs comme ça. Ouais, en plus pour faciliter l'adoption ou l'usage. Et donc Ledger pourrait tout à fait faire des choses comme ça, et ce serait même, comme je te disais, pour moi, dans une position où ça serait super avantageux pour eux. Clairement. Après, est-ce qu'ils vont le faire ou pas, je sais pas, mais s'ils écoutent le podcast, peut-être. Mais moi, j'imaginais bien, par exemple, le use case où tu passes par Ledger Live pour faire une transaction, et en fait, t'as un 2FA pour valider la transaction ou un code SMS, tu vois. Après, tu peux, vraiment, tu peux, comme je te dis, tu peux faire ce que tu veux. Donc là-dessus, tu vois, c'est pas, pour moi, les smart wallets ne tuent pas du tout les hardware wallets, quoi. Les hardware wallets deviennent effectivement des signeurs comme les autres, sauf qu'eux, ils ont des propriétés qui sont un petit peu plus sympas, comme je te disais. La propriété de vérifier que le signeur est authentique, c'est quand même assez intéressant. Et puis, après, voilà, moi, c'est vrai que je vois bien un futur, si tu veux, justement, les hardware wallets te servent de plus en plus à faire des opérations qui sont critiques sur ton smart wallet. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de profil d'utilisateur. Tu veux changer de profil d'utilisateur, donc tu veux dire, aujourd'hui, j'ai envie d'être dégène, aujourd'hui, j'ai envie d'être super précautionneux. Ça, tu le fais avec ton hardware wallet, parce que tu as envie que ça soit authentifié, tu n'as pas envie qu'il y ait un malware qui puisse te faire passer ton profil de dégène à super précautionneux, parce que, plus exactement l'inverse, que sinon, c'est un malware un peu con. Mais tu vois, ça serait ça, vraiment, tu n'as pas envie que ça arrive. Donc pour ça, tu sors ton hardware wallet. Encore une fois, tu vois, tu as envie de faire un achat spécial, particulier, cher, tu sors ton hardware wallet. Puis pour tout le reste, tu as ton téléphone et c'est bien. Clairement. Donc effectivement, c'est un usage qui est, tu vas moins te servir de ton hardware wallet, mais je veux dire, t'es pas payé à l'utilisation. Donc, t'as acheté ton hardware wallet, c'est bien, la boîte de hardware wallet, elle est contente. Et j'ai envie de dire, même si derrière, tu vois, on dit aujourd'hui que toutes ces sociétés-là, Ledger comme les autres, les revenus doivent être drivés par les utilisateurs plus que par le hardware wallet, parce qu'évidemment, ce que veut voir un VC, c'est que chaque utilisateur te rapporte du revenu par rapport à tu vends un wallet, parce que même si aujourd'hui la plupart des gens en achètent plusieurs, mais c'est pas des métriques qui intéressent un VC. Oui, ils veulent du récurrent. Voilà, là typiquement tu crées du récurrent en fait en faisant ça, puisque si tu expliques à quelqu'un à partir du moment où tu as le hardware wallet, que je peux le vérifier, je te donne du premium, ou ce premium, comme je te disais, ça peut être du sponsorship, ça peut être des meilleurs API, ça peut être n'importe quoi. En fait, tu as juste plus d'utilisation, mais de manière organique, tu vois, t'es pas en train d'enfermer ton utilisateur quelque part, tu lui dis juste voilà, tu fais ça, tu as un ledger, tu as des cadeaux. Normalement, il vient. Enfin, je pense. Tu vois, c'est mais c'est une vision qui est, un peu différente. Non, mais c'est hyper intéressant. Et alors, la question, tu vois, que je me posais avec la Account Abstraction, donc c'est que l'ERC c'est 4637, c'est ça 4337 pour la grosse spec parapluie qui va définir toutes les belles choses dont on parlait. Tu vois, elle est quand même sortie il y a quand même un moment. Pourquoi ça a mis autant de temps, tu vois C'est une spec qui est très complexe à implémenter. Ensuite, il y a eu pas mal, si tu veux, de débats politiques, notamment pour savoir comment on allait là. Parce que effectivement, c'est une spec qui présente l'énorme intérêt de ne pas dépendre du consensus. Donc, il n'y a pas de modif de consensus en 4337, ce qui veut dire qu'elle peut être implémentée sur n'importe quel EVM par littéralement n'importe qui. Et donc, en fait, elle dépend pas de la roadmap. Mais pour en arriver là, il y a eu pas mal de débats. Puisque le premier débat, ça a été de dire comment est-ce qu'on transforme au final nos comptes originaux, donc les IOA, en smart wallet. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, on a toujours cette problématique. C'est-à-dire qu'on peut dire... moi, là-dessus, je triche, parce que nous, on triche parce qu'on part sur des nouveaux utilisateurs. Mais si tu pars sur un utilisateur existant, ton utilisateur existant, imagine, il a des soulbound tokens, il a son historique, il veut montrer qu'il a un degen score de fou. En fait, il n'a pas envie de dire maintenant je tourne sur un smart wallet et puis c'est le smart wallet qui devient mon identité. Il a perdu son identité, c'est pas bien pour lui. Donc du coup, il y a plein de débats
pour savoir comment est-ce qu'on va trouver un moyen en fait de migrer ces comptes. Intéressant. Et le problème, c'est que ça a créé une situation de blocage en fait à l'origine, puisque c'était les gens voulaient faire ça. Enfin, en fait, les développeurs dans un premier temps voulaient faire ça. Ça nécessite effectivement une mise à jour du consensus, parce que tu peux pas, là pour le compte, t'as quand même une action si tu veux, qui est assez sévère, qui va modifier la façon dont la blockchain fonctionne, puisqu'à un moment tu dois dire ce compte qui n'avait pas de code associé maintenant va avoir du code associé. Donc, de quelque façon, je dirais que tu tournes le problème, tu es obligé de faire une modif de consensus. Du coup, ça passait pas. Et récemment, il y a eu un débat, justement, pour les discussions autour de l'adoption de 4337, en arrivant à la conclusion que si on pouvait pas migrer les IOA, on était un peu coincé. Et du coup, ce débat a relancé des discussions techniques, mais tu vois, discussions techniques qui, au final, avaient beaucoup plus de sens une fois que 4337 avait commencé à prendre de la traction, plutôt qu'avant, où on parlait d'un truc complètement abstrait, tu vois. Et donc, du coup, ça arrivera dans le prochain, enfin, très probablement, ça arrivera dans le prochain hard fork d'Ethereum. Donc Pectra en début d'année prochaine. Ok. Voilà. Donc là, je pense, on va continuer, tu vois, à avoir de la traction sur 4337 parce que c'est naturel. Mais après Pectra, là, on pourra effectivement migrer des IOA, donc migrer les comptes classiques vers des smart wallets. Et je pense que là, on aura, on aura vraiment une traction beaucoup plus importante, puisqu'en fait, tous les fournisseurs de wallets ont un intérêt, si tu veux, légitime à migrer les utilisateurs. Jusqu'à présent, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Ils sont plutôt en train de freiner des cas de fer parce que, imagine que tu aies deux codebases radicalement différentes à gérer. Enfin, personne ne veut faire ça. Je veux dire, c'est toujours tu développes un soft, tu as envie de développer une logique, tu vois. Tu n'as pas envie de dire, j'ai deux logiques et puis les deux, elles sont en compétition. Enfin, c'est horrible. Là, ça sera très, très naturel, je pense, d'accélérer. Et du coup, je m'attends à ce que MetaMask accélère, notamment. Ok, excellent. Alors, tu parles de smart wallet, en fait, parce que finalement, ton wallet devient un smart contract, c'est ça? C'est ça. Ton wallet devient smart contract, tout à fait. Et là, du coup, avec cette mise à jour et avec ces specs, donc je ne sais pas encore laquelle gagnera, même si on a une petite idée, en fait, tu ne perdras pas ton historique. Et c'est vraiment ça qui est clé, quoi. Enfin, qui est clé pour plein d'utilisateurs, parce que tu as une vie on-chain, tu as passé quand même un certain temps. Aujourd'hui, c'est même ta réputation. Non seulement ça, mais en plus, c'est quand même l'essence de la blockchain. C'est-à-dire que si, en fait, tu perds ton historique... mais tu aurais toujours une trace. Le problème, c'est le problème, c'est de dire à quel moment tu vois, c'est de dire, juste, tu dois faire cette trace toi-même. Parce qu'aujourd'hui, si tu es une boîte qui analyse les données on-chain, si tu analyses les signers d'un smart wallet, évidemment que tu as une chance de retrouver l'historique de la personne, parce qu'il y a quand même une assez forte probabilité que tu te retrouves avec l'IOA précédent, tu vois, de la personne qui est un authentifiant du smart wallet. Mais c'est pas natif. Enfin, c'est pas natif, tu as une indirection supplémentaire à faire et du coup, c'est pas du coup, ça devient, tu vois, une déduction plutôt que un fait irréfutable. Donc, c'est plus logique de migrer l'historique, je pense aussi. En tout cas, quand tu as une existence longue sur la blockchain, c'est beaucoup plus logique de migrer l'historique. Yes. Nicolas, merci beaucoup pour cette présentation de Smooth et de la Content Abstraction. C'était trop cool. Écoute, merci à toi. Est-ce que tu veux partager un dernier mot peut-être ou je sais pas, une conviction? C'est un peu le moment carte blanche. Je pense qu'on est un peu à une croisée des chemins qui est assez intéressante, puisque on a beaucoup déjà la crypto est vraiment en train de devenir aujourd'hui un fait majeur dans les gouvernements, dans lequel on peut plus vraiment se cacher. On peut voir aux États-Unis que il y a une grande chance quand même que la crypto pèse énormément dans l'élection. Après, on aime ou on n'aime pas les candidats qui défendent, mais c'est un fait que ça devient important. Et on a de plus en plus d'assets tokenisés qui commencent à arriver. Donc, on a pu voir quand même que des boîtes comme BlackRock commencent à s'y intéresser. Donc, c'est pas non plus rien. Et effectivement, avec la Content Abstraction, on est en train de pouvoir faire de l'adoption de manière beaucoup plus cool. Donc, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui écoutent et qui sont curieux, si vous bossez pas encore dans l'écosystème, c'est un très très bon moment pour rentrer. Voilà, encore une fois, quand je dis rentrer, c'est rentrer bosser. Ce n'était pas un conseil d'investissement. Voilà, donc la crypto c'est super, ça bouge tout le temps, on s'ennuie jamais. Et puis venez nous voir, on est gentils, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi.